Je pensais que le silence dans un mariage, c'était comme la poussière sur une étagère, sans danger jusqu'au jour où l'on passe le doigt dessus et qu'on comprend que ça s'est installé depuis longtemps. Au début, je ne l'ai même pas vu venir. Ma vie était simplement pleine. Des délais au travail, des listes de courses, des petites idées de week-end qui finissaient toujours repoussées. Puis un mardi, le silence est devenu si épais que même le frigo semblait vouloir me tenir compagnie. Nadia, ma femme, racontait tout avant. Elle commentait la nouvelle voiture du voisin. Elle se disputait avec l'application météo. Elle riait à ses propres blagues avant que j'aie le temps de sourire. Et puis elle s'est arrêtée. Doucement. D'abord les blagues, ensuite les questions, et enfin les mots simples. Ceux qu'on offre sans y penser. Comme bonjour, elle vivait toujours dans notre appartement à Lyon, mais elle s'y déplaçait comme une invitée qui attend qu'on vienne la chercher. Sans laisser de traces, sans demander de nouvelles, son téléphone est devenu le centre de gravité de la maison. Toujours dans sa main, toujours posé écran vers le bas sur le plan de travail, toujours emporté d'une pièce à l'autre, comme si c'était un organe en plus. Je me suis raconté que c'était le stress, que son nouveau poste l'avait brûlé, que je devenais trop sensible. Je suis un homme qui aime les faits, et quand je n'ai pas de faits, mon cerveau construit une histoire avec des impressions, et les impressions sont des auteurs cruels. Un soir, j'ai cuisiné, j'ai mis 2 assiettes comme d'habitude, j'ai aligné les couverts, avec ce petit soin ridicule qu'on garde quand on croit encore que les habitudes protègent. Nadia est entrée, a regardé le plat, a dit qu'elle n'avait pas faim, puis elle est passée directement à la salle de bain sans me regarder. Je suis resté là, une cuillère à la main, comme si je tenais une preuve dans une affaire que je n'avais aucune envie d'ouvrir. Plus tard, elle est sortie. Les cheveux mouillés, le visage calme au point d'en être vide, elle s'est assise au bord du lit et a fait défiler son écran avec la concentration de quelqu'un qui désamorce une bombe. J'ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu oui. Ce oui qu'on lance quand on veut dire ne me pose plus la question. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas couru derrière elle. J'ai observé. Parce que quand quelqu'un cesse soudain de vous traiter comme un endroit sûr, le corps le comprend avant que l'orgueil l'admette. Les semaines suivantes, elle a accumulé des petits comportements qui ne nous appartenaient pas. Des appels sur le balcon, même quand il faisait froid. Des sourires adressés à son écran, comme si on lui murmurait des secrets. Et puis des reproches absurdes. Elle me disait que j'étais contrôlant, parce que je demandais à quelle heure elle rentrait. Égoïste, parce que je proposais qu'on dîne ensemble au moins une fois dans la semaine. Chaque accusation explosait comme une fumée. Ça salissait l'air, ça brouillait la vue, et je cherchais encore la logique. Un matin, elle a quitté l'appartement plus tôt que d'habitude, son manteau fermé jusqu'au menton, son téléphone serré dans la main. Elle ne m'a même pas effleuré en passant. J'ai regardé la porte se refermer, et je me suis surpris à écouter le couloir, comme si un bruit pouvait m'expliquer ce qui s'effritait. Ce jour-là, j'ai compris que le silence n'était plus de la fatigue. C'était une décision. Et la maison, elle, commençait à ressembler à un lieu où l'on se croise sans se voir, où l'on partage l'adresse, mais plus la vie, où un écran posé face contre le plan de travail peut contenir tout ce qu'on ne vous dit pas. Et je ne savais pas encore à quel point cette vérité allait me tomber dessus. Vite, brutalement, sans prévenir, comme un reçu qu'on ne peut pas rendre, ni oublier, ni contester, même en fermant les yeux, même en se répétant que tout ira mieux demain, parce que demain, justement, était déjà en train de changer sans moi. Derrière ce téléphone, gardé comme un secret, toujours là, toujours à portée de main, toujours, écran vers le bas, comme un mensonge bien entraîné. Le premier vrai décalage, qui aurait dû me réveiller plus tôt, est arrivé avec une invitation. Malik, mon associé, nous a proposé une soirée caritative à l'hôtel de ville. Le genre d'événement avec des lumières louées, des sourires polis et des discours qui jurent qu'ils ne sont pas des discours. Nadia a dit oui, et ça m'a surpris. Ces derniers temps, elle traitait mes invitations comme des courriels indésirables. Ce soir-là, elle a enfilé la robe rouge que je lui avais offerte 2 ans plus tôt. Celle qu'elle disait trop audacieuse. Elle était magnifique. Et pendant quelques minutes, je me suis senti ridicule d'avoir douté. Comme si mon cerveau inventait des drames pour se distraire. Puis, elle a disparu. Pas pour discuter avec des inconnus. Pas pour réseauter. Juste pour s'éclipser dans des coins. Toujours la main sur son téléphone. Toujours les yeux en bas. Comme si la vraie soirée se passait sur son écran et que nous n'étions qu'un décor. Quand je l'ai retrouvée près d'un couloir, elle a sursauté. Exactement comme si je l'avais surprise à voler quelque chose. Elle a forcé un sourire, a déposé un baiser rapide sur ma joue et a dit qu'elle était juste fatiguée. Autour de nous, les gens riaient, levaient leurs verres, et je l'ai observée. Elle orientait son corps vers l'entrée, vers l'ombre, comme si elle attendait qu'une silhouette apparaisse. À ce moment-là, la sœur de Malik s'est penchée vers moi
et m'a soufflé que Nadia semblait ailleurs. Elle a demandé doucement si tout allait bien à la maison, et mon estomac s'est serré. Parce que quand les autres voient de la fissure, c'est que le bruit a déjà dépassé vos murs. Sur la route du retour, Nadia a regardé par la vitre, comme si les lumières de Lyon étaient des sous-titres. J'ai tenté une nouvelle fois. J'ai dit qu'on pouvait parler. Qu'on pouvait réparer. Qu'on pouvait partir un week-end. Elle n'a rien répondu. Puis elle a lâché une phrase. Une seule. Qui a tourné en boucle dans ma tête, pendant des jours. Tu ramènes toujours tout à toi. C'était tellement injuste que j'ai failli rire. Parce que c'était moi qui regardais notre couple s'évaporer, pendant qu'elle agissait, comme si j'avais renversé un verre d'eau sur le sol. Cette nuit-là, on a dormi chacun de notre côté. L'espace entre nous ressemblait à un couloir. Le lendemain, je me suis levé tôt et elle était déjà habillée. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous. Sa voix était plate. Ses yeux ne cherchaient pas les miens. Et j'ai remarqué un parfum nouveau sur son pull, plus sucré que ce qu'elle portait d'habitude. J'ai demandé si elle avait changé. Elle a dit non. Et elle est sortie avant que je termine ma phrase. J'ai passé la journée à faire ce que font les hommes comme moi quand leur vie devient étrange. Je travaille, je range des chiffres, je réponds à des mails, comme si ma boîte de réception pouvait me sauver. Je me suis promis de ne pas devenir paranoïaque, parce que la paranoïa est un substitut fragile à la vérité. Puis tout s'est ouvert un vendredi soir. Mon téléphone s'est éteint pendant que je cuisinais. Je voulais appeler mon ami Hugo pour confirmer qu'on se voyait plus tard. Mon chargeur était dans la voiture. Le téléphone de Nadia était sur le plan de travail. Écran vers le haut pour une fois. J'ai hésité. On n'a jamais été le genre de couple à fouiller. Je me suis dit que je voulais juste passer un appel. Rien de plus. Je l'ai pris, je l'ai déverrouillé. Je connaissais son code. Les 4 chiffres qu'elle appelait nos numéros porte-bonheur. J'allais taper le numéro quand une notification a glissé en haut de l'écran. Juste un aperçu. 3 mots qui n'avaient rien à faire dans ma cuisine. Tu me manques déjà. Ma main s'est arrêtée, et mon cerveau a fait ce calme bizarre qu'il adopte juste avant les catastrophes. Comme s'il essayait de me protéger de l'impact, j'ai appuyé sans réfléchir. La conversation s'est ouverte, et j'ai vu un prénom enregistré avec un petit emoji innocent, le genre qu'on met à un collègue. Sauf que les messages ne parlaient pas de travail. Ils parlaient de rendez-vous, de mensonges, et de la facilité avec laquelle on pouvait me garder dans le noir. Je n'ai pas encore fait défiler longtemps. Je suis resté figé. Et dans ce simple regard, quelque chose a bougé en moi. Pas d'abord le chagrin, pas d'abord la colère. Quelque chose de plus froid. La clarté. Parce que la vérité n'arrive pas toujours comme un coup de tonnerre. Parfois, elle arrive comme un ticket de caisse qu'on ne peut pas rendre. J'ai entendu la clé de Nadia dans la serrure. Pendant une seconde, j'ai pensé à faire comme si je n'avais rien vu. Puis, j'ai compris que cette version de moi était déjà morte doucement ces derniers mois. J'ai verrouillé l'écran. J'ai reposé le téléphone exactement à sa place. Et quand elle est entrée, j'ai souri. Pas parce que j'allais bien, mais parce que j'avais besoin qu'elle croie encore que j'étais l'homme qu'elle pensait pouvoir tromper. Et pendant qu'elle répondait par phrases courtes avant d'aller dans la chambre, ma tête a pris une décision. Je ne crierai pas. Je ne supplierai pas. Je ne jouerai pas la douleur pour quelqu'un qui avait déjà choisi. Je vais réunir des faits. Je vais me protéger. Et j'attendrai le bon moment pour laisser la vérité parler toute seule. Le lendemain matin, je me suis déplacé dans l'appartement, comme un homme portant un verre d'eau pendant un séisme. Prudent, stable, comme si rien n'avait changé alors que tout avait changé. Nadia a fait du café. Elle m'a frôlé sans me toucher. Et ce parfum sucré était encore là. Peut-être le sien, peut-être pas. Mon esprit a tenté de négocier. Peut-être un malentendu. Peut-être une conversation théâtrale entre amis. Puis j'ai revu cette phrase. Te garder dans le noir. Et la négociation est morte nette. J'ai attendu qu'elle parte travailler. Ensuite, j'ai fait ce que je fais quand la vie devient chaotique. J'ai construit un plan propre. Étape 1, obtenir des preuves sans me faire repérer. Parce qu'une confrontation sans fait, c'est juste du spectacle. Et je ne fais pas du spectacle gratuitement. J'ai rechargé mon téléphone, sauvegardé mes dossiers importants. Puis, j'ai cherché comment transférer des messages, comment faire des captures sans laisser de traces. Je me suis senti presque ridicule. Comme un type qui révise pour un examen auquel il ne s'est jamais inscrit. Mais plus je préparais, plus je devenais calme. Ce calme étrange qui arrive quand on cesse d'espérer et qu'on commence à se protéger. Le soir, Nadia est rentrée plus tard que d'habitude. Elle a dit « embouteillage ». Puis, elle a dit qu'elle devait répondre à des mails. Et elle s'est enfermée dans la chambre avec son téléphone. J'ai laissé tourner une série idiote dans le salon. Son faible volume remplissait l'air comme un alibi. Quand elle est enfin sortie pour se doucher, elle a laissé son téléphone sur la table de nuit, écran vers le bas. Comme toujours, je n'ai pas couru. J'ai compté jusqu'à 20. Puis, je suis entré dans la chambre,
comme si j'y avais ma place. Parce que c'était le cas, j'ai pris l'appareil. Je me suis assis à la table de la cuisine, les mains stables, le cœur trop bruyant. J'ai déverrouillé. Je suis allé droit à la conversation. Et cette fois, j'ai fait défiler. Il y avait des plans, des excuses, des blagues internes sur moi. Des compliments qui m'ont retourné l'estomac, parce qu'ils sonnaient comme des phrases bon marché qu'on sort quand on veut tout sans responsabilité. Il y avait aussi des photos, rien d'explicite, mais assez intime pour raconter toute l'histoire. Une main sur un volant qui n'était pas notre voiture. Une table de restaurant que je n'avais jamais vue. Un selfie dans un miroir avec une chemise que je ne reconnaissais pas. Et chaque message avait une heure, une date. Un lieu. La preuve que ce n'était pas une mauvaise semaine. C'était une deuxième vie. J'ai pris des captures, j'ai transféré ce que je pouvais. J'ai enregistré l'écran, lentement, méthodiquement, comme si je documentais un contrat brisé. Puis, je suis tombé sur une notification froide. Un rappel de clinique. Un résultat. Un rendez-vous de suivi. Et là, la trahison a glissé vers autre chose. Pas de jalousie, mais la réalisation que ces choix pouvaient maintenant traverser ma vie d'une façon plus grave. Je n'ai pas lu dans le détail. Je n'en avais pas besoin. J'ai sauvegardé le rappel aussi. Pas pour l'humilier, mais pour empêcher qu'un jour elle réécrive la réalité. Quand j'ai terminé, j'ai reposé le téléphone exactement à sa place, et je me suis lavé les mains comme si j'avais touché quelque chose de toxique. Je suis resté assis, face au mur, et j'ai ri une fois, très bas, parce que l'univers a un sens du timing cruel, mon téléphone tombe en panne, et son mensonge s'allume comme une enseigne. Nadia est sortie de la douche et m'a demandé pourquoi je souriais. J'ai dit que je repensais à une anecdote du travail. Elle a hoché la tête sans intérêt, et dans ce geste, j'ai compris qu'elle était déjà partie de l'intérieur. Elle n'avait juste pas encore déplacé ses affaires. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous médical pour moi, sans panique, par responsabilité, et je ne lui ai rien dit, pas par vengeance, mais parce que je refusais une mise en scène de sollicitude de la part de quelqu'un qui jouait la distance depuis des mois. Pendant que j'attendais, j'ai commencé à séparer ma vie en silence. J'ai vérifié nos comptes communs, rien d'évident, mais j'ai imprimé des relevés. J'ai changé des mots de passe. J'ai mis à jour des contacts d'urgence. J'ai prévenu Malik que j'aurais besoin d'être concentré au bureau. Sans détail. Malik est ce genre d'ami qui n'exige pas d'histoire quand vous tenez votre souffle. Il a juste dit « Je suis là ». J'ai appelé Hugo aussi. Et pour la première fois, j'ai dit à voix haute que quelque chose n'allait pas. Il a proposé de passer. J'ai répondu pas encore, parce qu'il me restait une chose. Regarder cette trahison en face, et voir ce qu'elle devenait quand on l'exposait. La confrontation a eu lieu un mercredi. Pas parce que les mercredis ont un pouvoir particulier, mais parce que c'était le jour où Nadia est rentrée tôt. Ce qui ne lui ressemblait plus, elle est entrée avec un sac de boulangerie à la main. Un sourire posé, comme si elle se souvenait comment être une épouse pendant 5 minutes. Et j'ai presque respecté la stratégie. Apporter du sucre pour ramollir le sol, elle a posé le sac. Elle a dit qu'on devait parler, qu'elle se sentait distante, qu'elle nous manquait, qu'on pourrait peut-être partir quelques jours. C'était le plus long monologue qu'elle m'avait offert depuis des semaines. Et si je n'avais pas vu ce que j'avais vu, j'aurais pu fondre. J'aurais pu être reconnaissant pour des miettes. À la place, j'ai hoché la tête. Calme. J'ai dit « D'accord. Parlons ». Elle a eu l'air soulagée, comme si son plan fonctionnait. Je suis allé dans la chambre. Je suis revenu avec mon téléphone. Je me suis assis en face d'elle, à la table de la cuisine. L'air entre nous était devenu tranchant. Elle a demandé pourquoi j'avais cet air sérieux. J'ai déverrouillé mon téléphone. Je lui ai tourné l'écran. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai ajouté aucun commentaire. J'ai juste fait glisser l'épreuve. Capture après capture. Heure. Date. L'emoji ridicule. Les phrases sur la facilité de me garder dans le noir. Le rappel de clinique. Et son visage a changé au ralenti. D'abord, l'incompréhension. Ensuite, la reconnaissance. Puis cette panique blanche qu'on voit chez les gens quand l'histoire qu'ils se racontent s'écroule. Elle a essayé de parler, mais sa bouche n'a pas suivi. Elle a tendu la main vers mon téléphone. Je l'ai retiré doucement. Pas agressif, juste définitif. Elle a murmuré mon prénom, comme si c'était une bouée. Puis elle a dit « S'il te plaît, écoute-moi ». Et voilà, sa première phrase entière qui comptait. Et j'ai failli sourire, parce que maintenant, elle voulait des mots. Maintenant, elle voulait du lien. Maintenant, elle voulait la chose même qu'elle avait congelée dans notre appartement. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai respiré une fois. Et j'ai dit « J'ai déjà écouté. J'ai écouté toutes les nuits quand tu me tournais le dos. J'ai écouté, chaque fois, que tu me traitais d'égoïste,
parce que je demandais juste du respect. J'ai écouté ton silence, et il m'a tout dit. Elle a commencé à pleurer. Pas fort, pas théâtral. Des larmes qui tombaient, comme si son visage abandonnait. Elle a dit que c'était une erreur, que ça ne voulait rien dire, qu'elle se sentait seule, qu'elle était perdue. Les phrases classiques qu'on sort quand on se fait attraper. Je ne l'ai pas interrompue. J'ai laissé ces mots tourner, jusqu'à ce qu'ils tombent à court de carburant. Puis elle a dit qu'il y avait quelque chose à savoir sur sa santé. Et elle l'a dit, comme si elle voulait me prévenir, tout en se protégeant. Ma colonne s'est redressée. J'ai répondu que j'avais déjà géré ma santé de mon côté. Et ses yeux se sont agrandis, parce qu'elle a compris que je n'étais pas à genoux, que je n'attendais pas qu'elle guide le récit. J'étais déjà en avance. Elle a tenté de prendre ma main. Je l'ai retirée. Pas avec dégoût, avec des limites. Elle a dit « Ne pars pas. On peut arranger. Écoute-moi. » Et je me suis levé. Calmement. J'ai pris mes clés. J'ai pris aussi le sac de boulangerie. Parce que je n'ai aucun scrupule à récupérer des viennoiseries d'une négociation ratée. Elle m'a regardé comme si elle n'arrivait pas à croire que je n'explosais pas. Et c'était justement le but. Je lui ai dit « Je ne vais pas me battre pour ma dignité. Je ne vais pas rivaliser avec un inconnu pour une place dans mon propre mariage. Je ne serai pas ton plan de secours. » Elle a demandé où j'allais. J'ai dit « Quelque part où tu ne peux pas réécrire l'histoire. » Je suis allé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu sa voix se casser sur un « s'il te plaît ». J'ai marqué une pause. Pas parce que j'étais tenté, mais parce que je voulais qu'elle comprenne ce moment. Je me suis retourné. J'ai dit « Je t'ai écouté. Et maintenant j'ai fini. » Et je suis sorti. Le couloir de l'immeuble était plus froid que d'habitude. Mais il avait aussi un goût propre. Comme la première respiration après être sorti d'une pièce pleine de fumée. Dans l'ascenseur, j'ai compris que le plus dur n'était pas de partir. Le plus dur serait la suite. Parce que quand on s'en va, sans crier, les gens pensent qu'on revient. Et je n'avais aucune intention de leur donner raison. Je ne suis pas allé boire. Je ne suis pas allé chez ma mère. Je n'ai pas fait ces scènes de film où l'on se détruit pour prouver qu'on souffre. Je suis allé dans un dîner ouvert toute la nuit près de Perrache, un endroit où le café a le goût des décisions, où les néons rendent tout le monde un peu plus vrai. Je me suis assis dans un box et j'ai fixé le petit porte-sachet de sucre, comme si c'était un tiroir pour ma nouvelle vie. Hugo est arrivé en 10 minutes. Parce qu'il est comme ça. Il s'est assis en face de moi. Il a regardé mon visage. Et il a dit « Raconte-moi la version propre. » Alors, j'ai raconté la version propre. Nadia menait une double vie. J'ai vu les messages. Je l'ai confronté. Je suis parti. Il a hoché la tête. Puis, il a posé la seule vraie question. « Tu es en sécurité ?» J'ai dit oui. Puis j'ai ajouté le rappel de clinique. Et mon propre rendez-vous. Hugo a soufflé. Il a dit « Bien, d'abord ta santé, ensuite ton argent. Et les sentiments en dernier. Parce que les sentiments attendent. Les factures non. » Ça m'a arraché un rire. Sec. Utile. Dans ce box, j'ai posé 3 règles. Pas de vengeance. Pas de texto nocturne. Pas de scène qui lui permettrait de réécrire ce qu'elle a fait. Si elle voulait parler, elle aurait dû le vouloir avant de jouer à l'épouse absente. Quand je suis sorti, l'air froid m'a fait du bien. Et je ne suis pas rentré à l'appartement. Je suis allé chez Malik, dans sa chambre d'amis. Il n'a pas demandé de détails. Il m'a donné une serviette propre. Et il a dit « Dors, demain on bosse ». Cette gentillesse simple m'a frappé plus fort qu'une excuse. Le lendemain, j'ai vu une avocate, Thérèse, une femme calme qui ne jugeait pas les gens, elle jugeait les faits, elle m'a dit de tout documenter, de séparer les finances, d'éviter les négociations émotionnelles et de protéger l'entreprise. J'ai demandé ce que mon travail venait faire là-dedans. Elle a répondu que le chaos personnel devient souvent du sabotage professionnel. Et j'ai senti un frisson, parce que depuis quelques semaines, les surprises semblaient me suivre. Et pendant qu'elle parlait, je revoyais l'emoji sur le nom dans le téléphone de Nadia. Et pour la première fois, j'ai donné un prénom à ce fantôme, Antoine. Et je me suis dit que ce type, lui, n'allait pas se contenter de messages. Mes résultats médicaux sont revenus vite. Je reste simple. J'ai eu besoin d'un traitement et d'un suivi. J'ai eu de la chance d'avoir agi tôt. Et ce soulagement s'est mélangé à une colère propre. Parce que la chance ne devrait jamais faire partie de la sécurité dans un mariage. Nadia a appelé le soir même. Son nom s'est allumé sur mon écran. Je l'ai laissé sonner. Puis elle a enchaîné les messages. Reviens. Je peux expliquer. Je suis désolé. L'escalier habituel de la panique. Je n'ai pas répondu. Parce que répondre une fois, c'était redevenir le gestionnaire de sa culpabilité. Et ce poste était fermé. Quelques jours plus tard, elle s'est pointée devant l'immeuble du bureau, en robe rouge, droite comme une actrice.
les yeux détruits. L'accueil m'a prévenu. J'ai regardé à travers la vitre du 2e étage. Je l'ai vu attendre, et j'ai senti un pincement. Pas de l'amour, un souvenir. J'ai dit que je n'étais pas disponible. Malik m'a observé et a soufflé que je faisais ce qu'il fallait. Je le savais. Mais savoir n'efface pas la douleur. Ça l'empêche juste de conduire. Puis le contrat qu'on préparait depuis des mois, avec une boîte de logistique de la région, a sauté 2 jours avant la réunion. Silence total. Plus de réponses. Plus de confirmations. Et quand Malik a enfin eu quelqu'un au téléphone, on lui a dit qu'ils avaient choisi un autre prestataire, parce qu'on leur avait parlé d'instabilité, de problèmes personnels dans la direction, d'un risque sur notre fiabilité. Je me suis tourné vers Malik. Malik s'est tourné vers moi, parce que très peu de gens étaient au courant, et aucun n'aurait lâché ça au bon endroit. À la fin de la journée, on a appris un détail. Antoine travaillait là-bas, pas tout en haut, mais assez près pour glisser du poison dans une oreille. Et là, la colère est montée, nette, chaude, parce que ce n'était plus seulement mon couple, c'était ma vie entière qu'on essayait de salir. Et j'ai compris que ça allait devenir une guerre silencieuse, à coups de rumeurs et de papiers. J'ai appelé Thérèse. Elle a dit « Parfait, maintenant on joue aux échecs ». Elle m'a ordonné de garder tout, messages, dates, captures, et de chercher une preuve de l'implication d'Antoine. Malik a activé 2 contacts, et on a recoupé. Un mail interne, une remarque répétée, mot pour mot, une chronologie qui collait trop bien, pas assez pour crier, assez pour frapper propre. Thérèse a envoyé une mise en demeure, sèche, factuelle, sans menace inutile. Le même soir, Malik m'a transféré un mail d'une adresse inconnue, avec une capture recadrée pour faire croire que j'avais menacé Nadia. J'ai ri une fois, puis j'ai envoyé ça à Thérèse. Elle a répondu en 5 minutes. Falsification. Ne réponds pas. Garde tout. Le lendemain matin, une enveloppe sans expéditeur m'attendait sous la porte du bureau. À l'intérieur, une copie de facture de clinique au nom de Nadia. Et un post-it, tu lui dois. Malik a sorti la vidéo du hall. On voyait clairement un homme en casquette déposer l'enveloppe. Même démarche raide. Même carrure que sur les selfies. Thérèse a déposé plainte. Puis j'ai demandé une médiation. Pas pour réparer, pour fermer. Nadia est arrivée tremblante, les yeux cherchant le couloir, comme si elle attendait du renfort. Quand Thérèse a posé la photo extraite de la vidéo sur la table, Nadia a blêmi. Elle a murmuré. Il avait dit qu'il allait tout arranger. Je n'ai posé qu'une question. Tu lui as parlé de mon entreprise. Elle a hésité. Et cette hésitation a suffi. Thérèse a poussé les papiers vers elle. Interdiction de contact. Rappel des preuves. Suite judiciaire si ça continue. Nadia a hoché la tête, comme quelqu'un qui se réveille trop tard. J'ai ramassé mon manteau. J'ai dit « C'est fini. Légalement. Définitivement. Plus de messages. Plus de surprises. » Elle a soufflé mon prénom. Et je n'ai même pas tourné la tête. Je me suis contenté d'ouvrir la porte. Et j'ai coupé la lumière derrière moi. Sans un mot. Sans point final. Juste le clic sec de la serrure. Et le silence. D'un coup. Total.